Qui nous permet de mettre en application l'étude du mouvement d'un système en utilisant les lois de Newton, la seconde en l'occurrence. On va dans cet exercice étudier le mouvement d'un sauteur en longueur qui prend un élan pour sauter et aller le plus loin possible. Donc un élan qui lui permet d'acquérir une certaine vitesse, V0. Au départ, son centre de gravité est à une altitude d'1,05 m. Sa vitesse fait un angle alpha de 33 degrés avec l'horizontale et on connaît l'accélération du champ de pesanteur. Donc pour étudier le mouvement, c'est-à-dire notamment savoir où retombe le sauteur, ce qui nous intéresse c'est quand même ça, c'est la longueur de son saut, nous allons devoir établir d'abord les équations horaires, puis l'équation de la trajectoire. Nous allons en tirer des résultats que nous comparons au saut effectif de Mike Powell, et nous pourrons ainsi critiquer le modèle que nous avons utilisé au départ. Alors pourquoi parle-t-on du centre de gravité? Vous n'êtes capable en terminale S que d'étudier le mouvement d'un seul point. Donc quand on étudie le mouvement d'un solide, ça va être celui de son centre de gravité. Alors petit schéma que je vous conseille de faire à chaque fois, sur lequel j'ai fait apparaître la vitesse V0, vitesse initiale, du centre de gravité au départ. Je vais rajouter l'origine des axes et le nom des axes XY. Le vecteur G, accélération du champ de pesanteur, dont on va reparler dans quelques instants. Donc avant de démarrer l'étude et d'utiliser les lois de Newton, je vous conseille fortement de préciser les conditions initiales. Donc les conditions initiales en termes de position, x égale 0. On part de l'origine, y égale petit h, 1,05 m, c'est l'altitude que possède, à laquelle on trouve le centre de gravité de Mike Powell au départ. Vu qu'il est debout quand il saute, c'est quand même préférable pour aller loin. Vous pouvez essayer de sauter après avoir couru et en rampant, c'est assez compliqué. Le vecteur vitesse V0 a deux composantes, une composante selon x, une composante selon y. La composante selon x, c'est la projection du vecteur V0 sur l'axe des abscisses. Donc ça va être ce segment qui démarre là et qui finit là. Ce segment, c'est le côté adjacent du triangle rectangle composé par le vecteur et ses deux segments pointillés. Donc V0x égale V0 cos alpha. V0 étant l'hypoténuse. De même pour V0y, ça on a déjà fait assez souvent, je pense que ça devrait aller. V0y égale V0 sinus alpha. Si vous avez un souci là-dessus, on en reparle en classe. Alors maintenant on applique la seconde loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieures, c'est pas un très beau somme ça, appliquée au système, est égale à la masse fois son accélération. Rigoureusement dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, ce qui revient à ma dans notre cas, car la masse est constante. Donc on relie grâce à cette loi, je vous rappelle, la somme des forces extérieures, ce qui est à l'origine du mouvement, ce qui modifie le mouvement, à la masse fois l'accélération, donc quelque chose qui permet de décrire le mouvement. Donc la seule force qui s'applique ici c'est le poids. Le poids qui se décompose en M fois G égale M fois donc G égale A. Donc on a ainsi relié l'accélération petit a à un vecteur qui est en lien avec les causes du mouvement. Notre étude maintenant va nous permettre de passer de l'accélération progressivement à la vitesse, puis à la position, chose qui nous intéresse pour avoir notre trajectoire. L'accélération, donc c'est un vecteur ça a deux composantes, et on va faire en sorte de quitter le monde vectoriel, j'ai envie de dire, pour passer à du scalaire, plus facile à étudier. L'accélération donc est égale à g, ce qui fait que sa composante selon x est celle de g selon x. Or g est un vecteur vertical, ce qui veut dire qu'il n'a de composante que selon y, qui n'a dû aucun déplacement par lui-même selon x, donc ax est égal à 0. Ay par contre est égal en valeur absolue à g, car g est complètement selon y, correspond parallèle à l'axe OY, mais avec un signe moins, car le sens du vecteur g est à l'opposé du sens des y croissants. Donc y égale à moins g. Comment passer de l'accélération à la vitesse? On sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la vitesse va s'écrire comme une primitive pour chacune des composantes de l'accélération. Vx c'est une primitive d'Ax. Or Ax vaut 0, ce qui veut dire que Vx est une constante que je vais noter qu'à 1. Vy, une primitive de moins g. Donc moins g étant une constante, c'est moins g fois la variable qui est ici le temps t, plus une constante k2. Je rappelle que ces constantes que j'ai ajoutées, qu'on appelle constantes d'intégration, existent et elles ne nous gênent pas, car si on devait dériver pour retrouver l'accélération, les constantes elles disparaîtraient rapidement.
que valent K1 et K2, il faut s'intéresser aux conditions initiales pour cela. Vx est égal à K1, donc Vx est constant. Ce qui veut dire que Vx a tout le temps la même valeur, notamment à l'instant initial. Or, à t égale 0, on sait que Vx égale V0x. Ce que j'écris à droite, c'est valable qu'à t égale 0, hein. Pas ailleurs. V0x, et ça vaut V0 cos alpha. Donc, notre chère constante K1 est en fait égale à V0 fois cosinus alpha. Et tout ça, c'est une constante. De même pour K2, on sait que V0 y, donc la vitesse selon y à l'instant initial, c'est V0 sinus alpha. Donc on va remplacer K2 par tout ça. Donc quand Vy, on s'intéresse à lui à l'instant initial, c'est-à-dire que t égale 0, donc ce terme-là disparaît, donc V0y est égal à K2 et V0y est égal à V0 sinus alpha, d'où l'apparition de cette constante. Maintenant, passage de la vitesse à la position. Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voilà. Donc pour retrouver les deux composantes du vecteur position, x et y, il va falloir prendre une primitive des composantes Vx, Vy. Vx c'est V0 cos alpha, donc une primitive c'est V0 cos alpha fois t, plus une constante que je vais noter K3. Y, c'est la primitive de moins gt plus V0 sinus alpha, donc on prend la primitive de chaque membre, moins g fois t au carré sur 2, plus V0 sinus alpha fois t, plus une constante K4. Ces constantes, à nouveau, on les trouve grâce aux conditions initiales. On se place à t égale 0, donc si on se place à t égale 0, ce terme-là est nul, car t égale 0, donc x de 0 qui vaut 0 est égal à 0 plus K3, donc 0 égale 0 plus K3, ce qui fait que K3 est égal aussi à 0. Donc on va remplacer K3 par 0. Hop là. Y, on fait la même chose. À l'instant initial, Y est égal à H. Donc ça fait que si T est égal à 0 dans cette expression, il faut qu'Y soit égal à H. Donc si T égale 0, T carré sur 2 vaut 0. Ce terme-là vaut 0. Ce terme-là vaut aussi 0. Donc on aurait Y égale K4 égale H. Donc K4 est égal à H. Plus H. Hop là, je fais une bêtise, j'enlève ce que j'ai barré. Bon, c'est pas grave. Donc, oubliez que ces termes ont été barrés. Hein. Donc Y c'est moins G fois T carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois T plus H à tout instant. Grâce à ces deux équations horaires qui déterminent l'évolution de X et Y en fonction du temps, on va pouvoir déterminer l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire, c'est-à-dire Y en fonction de X. Pour avoir cela, il suffit de remplacer, de faire apparaître X dans l'expression d'Y. Or, X et Y ont en commun d'être des fonctions de la variable T, donc il suffit d'isoler T dans une des deux expressions et de l'intégrer dans l'autre. Très facilement, dans la première, on peut isoler T. T est égal à X sur V0 cos alpha, qu'on intègre dans la seconde expression, et on va retrouver Y. Alors, je vais faire la page suivante. Y égale moins G sur 2, je mets tout ça devant, fois T au carré, T c'est X sur V0 cos alpha, tout ça au carré, plus V0, pardon, sinus alpha, fois T, donc X sur V0 cos alpha, plus H. Donc là, le premier terme reste le même, moins G sur 2 fois X carré sur V0 cos alpha, le tout au carré. Plus ici, les deux V0 se simplifient, sinus sur cosinus, tangente, plus tangente alpha, X plus H. Maintenant, nous allons utiliser cette expression pour
déterminer la longueur du saut, donc la distance à laquelle on est retombé. Pour retrouver cette distance, on va revenir un peu sur le schéma pour comprendre ce que c'est. Donc on saute à partir de là, avec une certaine vitesse initiale. Le sauteur, on va monter et redescendre jusqu'à croiser à nouveau le sol. Et c'est logique, on retombe toujours. Et on cherche la distance qui correspond à cette abscisse-ci. Et on remarque que pour cette abscisse, y est égal à 0. Quand on tombe sur le sol, l'ordonnée est nulle. Donc si on remplace y par 0, et x par petit l, longueur du saut, on trouve l'expression suivante. Juste là. Cette expression, c'est un polynôme du second degré. En fait, on a L au carré et L qui apparaissent. Donc il faudrait calculer les discriminants et on trouve les deux racines de ce polynôme. L1 et L2. L1 est une longueur négative, ce qui n'a pas de sens physiquement, donc la bonne longueur, c'est la longueur L2 que vous retrouvez ici. Alors je m'arrête juste un instant. Vous, le travail important qui est à faire, vraiment sur lequel j'espère que vous avez beaucoup plus de facilité maintenant, c'est d'arriver aux équations horaires et à l'équation de la trajectoire jusque-là. Là, dans l'exploitation peut être beaucoup plus simple que dans cet exercice. Là, c'est une exploitation un peu plus poussée. Hein, c'est un exercice qui vous permet de transiter vers le supérieur d'après le livre. Donc en termes de valeur numérique, on trouve L2 égale 12,5 mètres. Donc c'est une valeur bien supérieure au saut de Mike Powell, qui est de 8,91 mètres. Donc si on est allé plus loin en théorie qu'en réalité, c'est qu'on a oublié quelque chose. Donc si on est allé plus loin, c'est que quelque chose qui nous freine n'a pas été pris en compte, et ce qui nous freine, ça va être les forces de frottement. Donc ces forces de frottement, on les a négligées dans notre étude, on n'aurait pas dû, et on aurait pu retrouver, grâce à ces forces de frottement correctement évaluées, la valeur de 8,91 mètres. Alors, autre question qu'on vous pose, donc les limites du modèle, on va les donner, et enfin le protocole pour étudier expérimentalement le saut. Le protocole aurait été simplement de filmer le saut, d'aller d'un logiciel de traitement de l'image, de déterminer les différentes positions, de calculer la vitesse, l'accélération, et on aurait pu retrouver la trajectoire de notre saut, très facilement. Voilà.